Voilà ma feuille de route. De 0 à 4 ans, j'étais très occupé avec ma mère à Port-au-Prince. De 4 à 11 ans, j'ai vécu avec ma grand-mère à Petit-Goâve, où j'ai appris à observer les fourmis et à écouter la musique de la pluie, tout en regardant le vol soyeux des papillons. Quelle vie luxueuse. De 11 à 23 ans, je suis revenu à Port-au-Prince, où j'ai connu les filles, la dictature, et où j'étais aussi journaliste au Petit Samedi Soir et à Radio Haïti Inter. À 23 ans, j'ai quitté Haïti dans des conditions épouvantables, après l'assassinat d'un ami journaliste par les tontons Macoutes de Duvalier pour m'exiler à Montréal. De 23 ans à 32 ans, j'ai travaillé comme ouvrier dans différents types de manufactures. Et à 32 ans, j'ai publié mon premier roman. À 37 ans, j'ai décidé de quitter Montréal pour aller m'établir à Miami avec ma famille. Et à 47 ans, après cet interminable bouquin en 10 volumes, une autobiographie américaine racontant mon itinéraire depuis Petit-Goâve où j'ai passé mon enfance, à Montréal où je suis devenu écrivain en passant par Port-au-Prince où j'ai fait du journalisme à risque, voilà. Je décide aujourd'hui que je suis fatigué de tout cela. Fatigué de gratter du papier, fatigué de barboter dans l'encre, fatigué aussi de regarder la vie à travers la feuille de papier, fatigué surtout de me faire traiter de tous les noms, écrivain caribéen, écrivain ethnique, écrivain de l'exil, jamais écrivain tout court. J'écris, et si vous aimez ce que j'ai écrit, j'apparais. Je suis arrivé ici au Québec en 1976, ça fait 33 ans. Et je me souviens qu'un jour, je cherchais un appartement dans les environs. Je suis tombé sur ce petit parc, j'ai marché là-dedans, j'ai vu les gens, j'ai vu les maisons. Et j'ai senti tout à coup qu'il me fallait écrire un livre, non pas nostalgique du pays que je venais de quitter, mais qui se passait ici, à Montréal. Je me suis acheté une machine à écrire et je me suis mis à écrire ce roman. Le livre est sorti en novembre 1985, c'était pendant le Salon du Livre. Je suis passé dans l'émission de Denise Bombardier à la télévision, un jeudi à peu près. Le vendredi, j'étais au Salon du Livre. Et le lundi, j'étais célèbre. Dany Laferrière, j'avais hâte de vous rencontrer après avoir lu votre livre. Et malheureusement, je peux vraiment pas en citer beaucoup. Parce que je peux quand même pas lire ce que vous écrivez. Alors, vous auriez aimé tout lire, là, à la caméra? Non, moi, je ne peux pas le faire. Ah, trop prude, alors? Non, mais enfin, vous êtes on est à la télévision ici, mais je suis passé à la librairie du Square, juste au coin, m'acheter quelques magazines. Et depuis une demi-heure, je me suis installé au soleil sur la terrasse du Café Chérier. Je ne fais rien, je ne pense à rien. Je fais distraitement un magazine féminin. Ma photo est encore là. Elle sera là pendant tout un mois. Le plaisir d'être dans un mensuel. Je suis célèbre aujourd'hui et je fais chier le reste de la planète. Tous ceux qui ne m'ont pas jeté, ne serait-ce qu'un simple coup d'œil, sauf toi, l'Auvergnat, quand je crevais de faim dans cette petite chambre crasseuse, au 3e étage du 3670 de la rue Saint-Denis, en face du Café Chérier. C'est dans cette chambre minable que j'ai écrit mon premier roman et c'est de ce livre qu'on me parle sans arrêt. J'ai l'impression que je pourrais écrire les meilleurs romans de notre époque, qu'on me parlerait encore de ce bouquin. Jerzy Kosinski, l'écrivain polonais, vient de mourir.
Et le Times parle encore de lui, comme l'auteur de L'Oiseau bariolé, son premier livre. Garcia Marquez affirme qu'il écrit tous ses livres pour tuer 100 ans de solitude. C'est pas un Sud-Américain qui se serait tué pour un livre. À m'entendre parler comme ça, on aurait l'impression que je suis en train de faire une petite dépression. Loin de là. Pourquoi je dis loin de là? Ça peut vouloir dire que je suis heureux, que la vie me gâte, que je suis content de tout ce qui m'arrive, que ça roule, que je suis devenu célèbre et les filles me tombent nues dans les bras. On écrit à cause d'un manque, d'un trou. À l'époque, je manquais de tout. Je manquais de vin, de nourriture, du rire des jeunes filles insouciantes. Je manquais d'argent pour payer le loyer, de conversations libres interminables dans les bars sans penser à l'addition. C'est fou. J'ai commencé à écrire mon premier roman ici, dans ce taudis surchauffé que je partageais à l'époque avec ce vieux singe de Bouba. Je me souviens d'un garçon un peu timoré, un peu gêné, qui m'a apporté son manuscrit, mais qui en même temps, il croyait beaucoup. Et le roman de Danny, Comment faire l'amour avec un aigle sans se fatiguer, qui était vraiment une œuvre qui était exceptionnelle, qui était unique. Et ce manuscrit détonnait vraiment. C'était une petite bombe. Et je me disais, bon, avec un titre pareil, avec les propos qu'il tenait, il fallait saisir un peu l'humour qu'il y avait à l'intérieur, qu'il y avait dans ce roman-là. Mais c'était pas évident. C'était pas un humour premier niveau. Il y avait quand même un deuxième niveau de lecture. Mais c'était quand même quelqu'un d'extrêmement décidé qui croyait vraiment à ce qu'il faisait. Je me souviens aussi du premier Salon du livre à Québec. Donc, c'était l'année suivante de l'apparition de Comment faire l'amour avec un aigle sans se fatiguer, où j'ai amené Danny à faire des séances de signature. Et il faut se placer dans le climat de l'époque, c'est quand même pas loin, mais c'était en 1986. Et je me souviens que les gens n'étaient pas habitués à voir un écrivain noir assis à une table. Mais les gens, au départ, étaient un peu curieux, médusés, ils faisaient le tour. Ils avaient peur de s'approcher. C'était un animal bizarre qui était là, un peu... pour reprendre le titre de Animal tropical de Pedro Juan Gutiérrez. Donc, c'était vraiment un animal tropical qui était assis à une table à Québec, dans une ville blanche, et qui, avec un titre pareil, tentait de séduire des gens qui n'en demandaient pas tant, j'imagine, mais qui, petit à petit, il a fini par être découvert et par faire son chemin. Combien d'ouvrages tu as publiés de lui? Je crois que j'en ai publié, je pense que c'est 10 ouvrages avant que je ferme boutique. Ah oui, ça c'est les photos quand je faisais la météo, à 4 saisons. J'avais une moustache, tu t'imagines? Une moustache. Comment peut-on avoir une moustache? Danny est devenu un personnage assez médiatisé, d'autant plus qu'il a connu l'émission de télé, il a animé une émission de télévision au nouveau canal TQS, donc télévision 4 saisons. Il a fait la météo avec une caméra sur l'épaule, donc des concepts tout à fait nouveaux pour l'époque, qui étaient aussi dans l'air du temps avec TQS, mais qui étaient aussi par Danny. Danny, le premier noir qui parlait de la météo dans un pays blanc comme neige. Donc ça choquait, ça surprenait. Il a toujours eu donc cette formule-là de vouloir surprendre les gens. Donc il rentrait dans le métro, il faisait sa météo. Donc il est devenu populaire à tel point que les gens, les camionneurs qui n'avaient jamais lu Danny, les truckers comme on dit, le saluaient sur la rue. « Hey Danny, comment ça va? » C'est bien amusant. Ah oui, c'est la photo du film qu'on avait, Angelica Film avait publié aux États-Unis pour la sortie américaine. Oh là là, je me souviens de cette sortie-là. Tous les journaux américains ne voulaient pas du titre « How to make love to a Negro without getting tired ». Mais ils l'ont eu. Oh là là, cette photo, hein, ça me rappelle des souvenirs. Hein. Tout le monde était là, hein. Maca, il y avait cette comédienne, il y avait Isaac, et surtout Madame Dibango. J'étais tellement fier que Mano ait accepté de faire la musique du film. Oui. Ah oui, là, c'est Isaac avec la machine à écrire au Carré Saint-Louis. Exactement dans la position où j'étais à peu près, enfin, je crois. Quand j'avais fait cette fameuse photo aussi. Bon, là, on voit bien une scène qui sont en train de tourner. Les gens ne remarquent pas, mais moi, c'est moi qui suis à droite, complètement. C'est une scène au bar. C'était intéressant. Ah, mais cette fille, je me rappelle d'elle. Elle avait joué Miss Snob. Elle était avec Miss Littérature dans une scène que j'aimais bien. C'était chez elle. Grande maison, boiserie, sculpture africaine, enfin, bourgeoisie anglo-saxonne. C'était bien. Là, c'est le grand Mano Dibango. Il est resté pareil à lui-même.
Ouais. Il m'encourageait. Il avait ce rire-là, qui était très contagieux, très direct. C'était pas du tout un rire niais. Elle, j'arrive pas à me rappeler son nom, mon Dieu. C'est pourtant Miss Littérature, bon, je vais l'appeler comme ça. Elle était bien. Il y avait quelque chose, je me souviens quand on l'avait choisi pour le rôle, il y avait quelque chose en elle. Elle avait du chien. Et puis cette scène, j'avais assisté. Ce qui m'intéressait, ça se passait dans la cour, enfin, sur le gazon de McGill, dehors, de l'université McGill. Et j'étais tellement fier qu'il y avait 4 camions sur le gazon de l'université McGill et c'était écrit « La Ferrière » dessus. Pourquoi vous filmez ici? C'est moi qui le filme. Ah bon, pourquoi? Parce que je suis une star, madame. Couché sur le dos, les bras en croix, je réfléchissais pour la première fois à autre chose qu'à la dictature. Je voudrais faire comme les enfants qui chaque fois dessinent le monde qui les entoure. La mère, le père, le chien, le chat, le voisin et le danger. Un univers de poche d'où le dictateur est exilé. Ce que veut le dictateur, c'est bien d'occuper le centre de notre vie, notre espace mental et émotionnel. Et la chose subversive à faire, c'est d'être heureux malgré lui. Dany Laferrière, écrivain et scénariste, haïtien, québécois, états-unien, japonais. Je suis un écrivain japonais publié chez Grasset. Je suis un écrivain japonais. Japonais? Oui, tout le temps. Alors, comment ça? Eh bien, je pense que c'est le roman international par excellence, c'est-à-dire en dehors même de son auteur. Je suis né en Haïti, je vis à Montréal et j'ai écrit un roman qui s'appelle « Je suis un écrivain japonais ». Et tout simplement pour rappeler aux gens qu'ils ont tous les droits. Les droits sans visiter un pays, sans connaître les endroits, de se réclamer de choses qu'ils ne connaissent pas. C'est quoi la marque même du roman? Je pense que le mot « assise » tombe bien parce que je pense pour écrire, il faut d'abord s'asseoir 8 heures de temps par jour et attendre que ça vienne et regarder un petit peu les choses. Et je pourrais toujours me rappeler de ces étés où il faisait si beau et que j'étais là assis, encore une fois le mot, dans cette petite chambre à tenter de décrire l'été et que les lecteurs liront. Et brusquement, on envoie ces livres un peu à travers le monde, c'est ça qui m'intéresse. Et les gens qui l'aiment et vous appellent, vous font venir. Donc l'idée, elle est toute simple. J'écris et si vous aimez ce que j'ai écrit, j'apparais. Et vous êtes là? Oui, absolument. Vous êtes né en Haïti, mais c'est au Canada, et plus précisément à Montréal, que vous êtes devenu écrivain, en publiant un livre au titre assez insolite, « Comment faire l'amour avec un nègre sans se fatiguer ». Et puis, vous avez vécu à Miami, et puis vous êtes revenu vous installer au Québec. Alors, êtes-vous un écrivain haïtien, québécois ou américain? Alors, je vais vous lire pas une définition de cette expression-là, mais juste comment je sens cela. Ma mère avait 22 ans quand mon père est parti en exil. La distance est la même entre mon père et ma mère qu'entre ma mère et mon père. La mer, l'océan, ce qui m'a fait réfléchir à la notion d'exil. C'est ma mère qui vit l'exil. Mon père et moi plus tard, nous vivons une aventure. L'exil ne touche que celui qui reste. Il reste avec le même paysage, mais vide de sens. Tout est pareil, mais ce n'est pas la même chose. Celui qui part doit conquérir un nouvel espace. Celui qui reste ne fait qu'occuper le même espace. Que peut-on faire dans un espace qu'on connaît autant qu'un aveugle connaît sa chambre? L'espace connu sans projet humain est la pire prison. Mon père, et moi plus tard, nous devons apprendre de nouveaux codes, comprendre de nouveaux rituels, humer d'autres odeurs, goûter à d'autres saveurs.
Tout cela occupe un ordre. C'est physique, alors que ma mère doit s'occuper l'esprit si elle ne veut pas devenir folle. Je me souviens de cette minuscule chambre que j'occupais en arrivant à Montréal. Je vivais dans ma chambre, mais la ville était à moi. Je marchais la nuit dans les rues bien éclairées du centre-ville, déjà la lumière, puis l'idée de ne pas sentir quelque chose de froid dans mon dos, car la nuit port-au-princienne est chargée de revolvers. À Port-au-Prince, je faisais partie d'un groupe, les jeunes gens de ma génération, celle qui n'a connu que Duvalier, celle dont Papa Doc avait fait emprisonner, tuer ou exiler les pères, une génération sans père, juste des fils dont Papa Doc était l'unique père. Nous vivions en groupe, un troupeau de fils, dirigé par Baby Doc, même pas un fils, un bébé. Alors, je suis convaincu que Dany Laferrière est en constante dérive sur le continent américain, mais aussi sur la planète, dans notre monde. On le voit partout. Il est parti au début à la conquête du continent américain. Ça lui convenait très bien parce qu'il plonge ses racines dans le continent américain, dans les Caraïbes, et il revendique cela. Et après, son ambition a grandi. Il est passé en France et dans d'autres pays. Il est en constant voyage, il voyage beaucoup. Et je pense que ça lui va très bien, ce côté universel. Parce qu'il arrive à toucher des gens qui sont des Japonais, par exemple, tout autant que des Roumains ou des Québécois ou des Sud-Américains. On me reçoit bien, on me fait visiter, pas en tant que touriste, mais en allant d'un point à un autre pour rencontrer des gens qui font des choses concrètes dans leur vie. Je ne suis pas le touriste qui marche dans la rue, la tête en l'air, et risquant de se faire écraser par une voiture. Je suis quelqu'un qui est, en ce moment, à la Mulatière, rencontrant des gens précis, qui s'intéressent à des choses très précises, qui semblent être les mêmes auxquelles je m'intéresse. Dany Laferrière, il a essayé d'aller à l'université. Il a résisté à moi. Parce qu'il n'a pas pu supporter d'un côté quelque chose de ce qu'il appelle d'une grande pauvreté d'intérêt, c'est-à-dire cette façon de prendre les choses d'en haut et de ne pas traiter le sujet dans la profondeur, à la base. Lire, par exemple, les ouvrages, il dit mes professeurs n'avaient pas lu Weber, moi j'avais pas lu Weber, et on parlait des limites de Weber. Je trouve ça d'une grande pauvreté d'intérêt, et je suis d'accord avec lui. Il faut qu'on réalise la base. Et il parle là de lecture finalement. Voilà, une grande leçon qu'il donne. Moi, j'étais dans mon village et je lisais Mishima. Je n'étais pas un lecteur caribéen. Pourquoi serais-je plus tard un écrivain caribéen? Ça n'existe pas un écrivain caribéen, ça n'existe pas un écrivain français, ça n'existe pas un écrivain américain. Un écrivain, son pays d'abord, c'est sa bibliothèque. Si vous voulez connaître un écrivain, allez dans sa bibliothèque voir ce qu'il lit. Vous allez voir d'où il vient. Donc, pour lui, écrire, c'est un moyen d'ascension sociale. Dany Laferrière, il dit « Je ne veux pas changer le monde, je veux changer deux mondes ». Madame. Monsieur. Je suis très heureux de vous rencontrer ici. Vous n'avez pas reçu le rendez-vous, je le sais, mais nous sommes ici, la première équipe. Nous allons conquérir la planète. Vous vous dirigez vers l'Est. Je fais une blague.
là, j'ai failli, si j'avais apporté 20 livres de plus, parce que j'ai pas eu, j'aurais été celui dans toute l'histoire d'ici qui aurait le plus signé dans un salon. Et là maintenant déjà, sans compter 2 jours, là, lundi et mardi matin, j'aurais déjà battu le record, c'est Paul Auster qui l'a. Et j'aurais battu Paul Auster. Et Paul Auster a signé 180, j'ai signé 160 en 1 jour et demi. Il n'y a plus rien. Mon éditeur est fou de rage, le libraire est fou de rage. Ils n'avaient pas prévu cette remontée de la Ferrière. Magnifique là, sur la plage. On dirait un tableau. Cette vastitude. Ce que je trouve extraordinaire dans Saint-Malo, c'est cette agitation urbaine qui est juste là. Et on sent la ville à côté. Et brusquement, de l'autre côté, on se tourne, on tombe dans un autre paysage, un paysage de rêve où l'espace est compris. La profondeur du champ va jusqu'à la tombe de Chateaubriand au bout, avec la ville, avec cette lumière rasante de soirée, de début de soirée qui est magnifique. Il y a une qualité de la lumière ici. Et on est dans tout ce qu'on aime. Parce que moi, ce que j'aime, c'est la ville. J'aime bien être dans le frottement des gens. Et j'aime bien aussi pouvoir changer complètement d'espace et de temps. Ils ont tous besoin d'être connus, reconnus, à la limite reconnus dans la rue. Et pour la postérité, c'est vrai qu'ils ont besoin de l'image, au-delà du texte. Donc l'image est prédominante, il faut donner une bonne image de soi. Sur la plage, oui, parce que ça lui correspond assez bien, en fait, le côté farniente, enfin, de la part de quand on le relit un petit peu ses premiers romans, c'est un petit peu ça, la plage, la drague, l'envie de vivre. Et c'est bien pour lui de l'amener là parce que ça lui convenait complètement. Et alors je suis dans ma chambre et puis j'entends frapper, toc, toc, toc. J'ouvre, il y a un Japonais devant moi avec 2 caméras qui dit « Êtes-vous l'écrivain japonais ?» Et ça, c'est terrible. Et finalement, je me cache, et je regarde par le trou, je vois, il y avait peut-être 150 Japonais en ligne là, qui étaient en train de bivouaquer dans le couloir, attendant de photographier l'écrivain japonais. Mais ce qui est terrible, qui est peut-être la forme même de la littérature, et c'est pour ça qu'on écrit, les gens vous croient vraiment aux mots. En avez-vous le droit d'écrire le livre? Non, de dire que vous êtes japonais? Je ne sais pas. Avez-vous quand même l'intention de changer de nationalité? Ah non, non, non. J'ai déjà fait une fois, ça suffit. Il y a toujours un premier journaliste qui arrive à qui vous dites la petite histoire qui va rester toute votre vie. 32 ans plus tard, ça ne va pas bouger d'une miette. Et à un moment donné, j'ai eu l'impression d'assister à mes propres funérailles et d'entendre le disque qui dit « Il est né en Haïti, il a quitté, forcé, contraint, poussé par l'exil, le vent de la dictature, il a un ami qui a été mort. » C'est moi. Ah, c'est vous, excusez-moi. J'étais en bas. Oui. Est-ce que vous avez 5 minutes avant que ça commence? Ce terme de migration, qu'est-ce que ça évoque pour vous, le thème de cette année? Ben, j'ai toujours bougé, même à l'intérieur d'Haïti. Quitter son pays pour aller vivre dans un autre pays, dans cette condition d'infériorité, c'est-à-dire sans filet et sans pouvoir retourner dans son pays natal, me paraît la dernière grande aventure humaine. Ces jeunes Américains, ils portent de larges t-shirts aux couleurs de leurs universités respectives. Ils sont blancs, grands,
athlétiques. Chacun de leurs gestes paraît neuf, comme si ces jeunes n'étaient pas reliés à la chaîne humaine. Ils sont uniques. Ils dévorent des tonnes de hamburgers, boivent des fleuves de Coca-Cola et passent la moitié de leur vie devant la télé. Ils prient tous les dieux imaginables et un seul Dieu. Ils tuent de toutes les manières possibles. Ils ne connaissent pas le remords. Le monde est entre leurs mains comme un jouet d'enfant. Ils le cassent et le réparent avant de le jeter. Ils ignorent le passé et méprisent l'avenir. Seul le moment présent existe pour eux. Ce sont des dieux et leurs nègres sont des demi-dieux. And then we also have with us, we're very fortunate to have Danny Laferrière. He's been a prominent figure on the international literary scene since his publication of the notoriously titled How to Make Love to a Negro Without Getting Tired. Quand on se met dans l'idée qu'on ne sait pas écrire, on fait comme on veut, puisqu'on n'obéit pas, on n'obéit à aucune règle. Et j'ai remarqué, quand on vient d'un pays comme Haïti, pays qui est chargé, alors je me suis dit, si on commence à regarder derrière soi, si on commence à demander autorisation, alors on ne finira pas. Et la première rupture que j'ai faite, c'est de ne jamais demander à personne ce qu'il pense de ce que j'ai écrit. Ni avant, ni pendant, ni après. Ce qui fait quand quelqu'un me dit « Ah, j'ai lu ton dernier livre, il est très mauvais », je peux toujours lui dire « Mais je ne t'ai rien demandé ». Donc, je ne demande pas. Et même ma femme ne lit mes livres que quand c'est sorti en librairie. Pays sans chapeau, je voulais faire un livre moyen. Oui, c'est vrai, on peut prendre cette décision-là, parce que j'aime les livres moyens. Il y a beaucoup de lecteurs moyens, et il y a toujours un moment dans sa vie où on a envie d'être l'égal de l'écrivain qu'on lit. On lit tellement de grands écrivains qui nous écrasent. Et puis brusquement, on tombe sur un livre moyen, on est à l'aise, on peut même lui faire des conseils. Et c'est étonnant, hein, parce que la chose écrite est tellement sacrée, on n'y touche pas. Et puis brusquement, on dit, mais j'aurais pu faire mieux. Subway. C'est toujours intéressant avec le métro. On a l'impression d'être dans le ventre de la ville et tous les gens qui y sont, c'est-à-dire qui forment un peu ce qui tiennent New York, ce qui font de cette ville une ville. Ce sont les gens qui travaillent. Il n'y a pas de New York sans ce monde souterrain. Et quand je vivais à New York, j'avais toujours envie d'écrire un grand roman sur New York, mais sur le métro de New York. C'est-à-dire essayer de vivre à l'intérieur pour voir un peu la vie des gens. Parce que je suis sûr que ce n'est pas uniquement un endroit de passage. Il y a des gens qui continuent à vivre là, il y a des gens qui passent leur temps là aussi, qui ne remontent jamais à la surface. On est là, on ne peut pas être plus Amérique que ça. On est à Manhattan, on est au coin de Lexington et 47e Street. L'hôtel Roger Smith est là où se réunissent depuis une semaine plusieurs centaines d'écrivains.
Et là, on voit apparaître deux jeunes Américaines qui veulent écrire. Elle veut être écrivain et elle a un journal et qui me demande des questions, savoir comment écrire, c'est quoi écrire. Et ce qui est intéressant, c'est que je n'ai jamais vu une telle urgence d'écrire. Is this you? Yes. It looks like you. Yes, I'm the writer. May I take a picture with you? Yeah. Can you please take a picture of me now? Yes. You're a French poet? Yes, I'm a writer. Yeah. I want to be a writer. She wants to be a writer. Oh, yeah? Yes. I'm very glad to see my you. dream is to What is your name? Adriana Vibrai. Enchanté. I'm here because there is the festival of writers from around the world. Here, Where? The Pen World Voices. Is it in French or is it in English? No, it's in French. In French. But I wrote... May I have a picture with you? Yes. Please. Like, yes. Oh my yes, God, I'm wait, sure. how do I look? I'm like nervous. No, you look like a writer. Oh my God. Maybe I can read it to you. Yes. Je m'appelle Adriana. Adriana, are you writing? Are you trying to write? You want to write? She wants to I'm minoring in creative writing right now. I would love to major in it, but I felt like... She's going to college. I didn't know whether... I want to go to NYU for graduate school. I took a couple of creative writing classes at NYU just for creative writing, and it was amazing. When you write, you have the feeling that you are at your home, your real home. And in control. I feel in control when I write. The thing is, like, when I don't speak to anybody. I have no one in my life that I talk to about everything that's going on. And when I write, that's it. It all comes out. Like, oh, wait, I'm sorry. Your first, how did you get started, though, as a writer? Did you always know that you wanted to write? Yeah. My first story, it was about my sister. About your sister? No, I remember. But it's also, it's personal, though, right? Yeah. Is everything that you write personal, or are you... Yeah. Because I feel like a lot of things that I want to write are sort of personal, but also just key into, like, I take like a piece of that idea and I elaborate and just make up a different story. I guarantee that 1 million people will think that my stories suck, but I feel like based on history, because like he said, you just submitted stories and just submitted up. You have to write. And then you found that one person. Like I just feel yes. like, I'm like, I'm and sometimes your story find one reader. I don't write to submit. Like I never consider myself a writer. And then but, it went there. It's so nice to meet you. No, thank you. You have found me at, I have found you at the most like crossroad point of my life right now. Good. I'm not kidding. Like I have been struggling like to the point where like I'm like I want to drop out of college and all I want to do is just write and write and write. Whether or not anybody believes in it, I don't care if I make money. Like that's just all I want to do. Just reach. If I could just reach one person out of 20 billion. And your book's about sex? L'Amérique n'a qu'une exigence, le succès, à n'importe quel prix et de n'importe quelle manière. Le mot succès n'a de sens qu'en Amérique. Que veut-il dire? Que les dieux vous aiment. Alors les humains se rapprochent de vous, vous reniflent le parfum capiteux du succès, vous frôlent et finalement dansent autour de vous. Vous êtes un dieu parmi les maîtres du monde. Il vous sera impossible d'aller plus loin. C'est ici le sommet, le toit du monde. Surtout, on vous regarde. C'est vraiment la capitale du monde. Ce que j'aime avec New York, c'est qu'on a l'impression que c'est une ville intimiste. On est là dans un petit café, on voit des gens autour de nous qui parlent différentes langues. On entend toutes sortes de sonorités et on se sent dans une ambiance tout à fait privée, tout à fait intime. Et puis brusquement on sort, on prend le pont de Brooklyn, on arrive à la croisement de ces ponts-là et brusquement on sent que c'est vraiment la capitale du monde
monde contemporain. Mais ce pont évoque quelque chose de très personnel pour moi. Chaque fois que je passe sur ce pont de Brooklyn, je pense à mon père. Et je pense à cet homme qui a dû quitter son pays assez tôt, quand même, pour fuir la dictature, et qui s'est retrouvé dans une petite chambre à Brooklyn, loin de sa femme, de ses enfants, de sa langue, et qui a dû tout réinventer. Je pense que c'est assez pour devenir fou. Il est devenu vers la fin de sa vie, et son manège, c'était chaque jour de faire Brooklyn-Manhattan aller-retour à pied. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il grêle, qu'il pleuve, que ce soit en hiver, en été, en automne ou au printemps, il faisait l'aller-retour Brooklyn-Manhattan à pied. C'est peut-être une folie, mais d'une certaine manière, ça l'a gardé en santé. Je sais que tu dors pas. Hello. Tu te souviens de moi? Hélène. C'est difficile de t'oublier. Menteur. Non, tu es trop belle. Tu es belle comme une biche. Une jolie biche. Une jolie biche. Moi. Tu as une bonne gueule, mais tu es belle comme une biche. Et toi, tu es quoi alors? Un tigre, je suppose. Exactement. Un tigre. Non, arrête. J'aime pas quand tu es comme ça. Excuse-moi. Je ne voulais pas te faire mal. Tu veux faire l'amour? Oh, tu penses qu'à ça, toi. Ah oui, elle est extraordinaire. J'aime beaucoup cette actrice. Elle est extraordinaire dans le film. Elle donne sa dignité au film, elle donne sa force. Ouais. C'est une très grande actrice et une femme extraordinaire aussi. Et une femme extraordinaire. L'intensité, donc. Elle a eu tous mes livres. Elle a eu tous tes livres. Ah oui, oui, oui. Elle les a fait apporter, elle les a lus. Quand je l'ai rencontrée, on a parlé directement des choses. Et puis quand je l'ai rencontrée, elle était vraiment là, précis, avec un petit brin de complicité. Et non, elle est impeccable. Impeccable. Et elle a une force aussi dans le regard qui n'est pas une méthode. Ça fait doux. Tu veux que je t'en passe? Non. C'est pas vous les hommes. Bah, les hommes, ils ont pas le droit d'être doux? Si, mais j'ai pas l'âge, moi, j'en ai pas besoin. Petit salaud. Allez, mets-toi sur le ventre. Elle n'est pas un peu intimidante quand même, donc... Ah non, pas pour moi. Ouais. Elle ne l'était pas parce qu'elle n'a pas voulu m'intimider. Bon. Parce que, elle joue souvent des rôles de personnages un peu intimidants. Oui, mais moi, au contraire, ça m'excite de casser les statues. Non, elle n'a pas été du tout. Elle a été plutôt une jeune fille qui rencontrait un auteur dont elle a été le personnage. C'était plus ça.
Et j'ai bien compris ça et j'ai joué le rôle d'auteur omniscient qui contrôle les émotions de cette jeune fille-là. Donc on a très bien compris le rôle et c'était très sympa. Qu'est-ce que tu fais? Ne bouge surtout pas. Tu ne préfères pas que je me retourne? Tu vas voir que mon cul comme ça. Justement, je veux voir ton visage endormi et ton cul. Comme tu veux. C'est marrant, tu as vu que Quentin vient Mais d'avoir oui, un c'est Palme ça, d'Or, ça c'est génial. Parce que à Montréal, on en avait regardé ça un peu de haut, et sans même avoir vu le film, il commence là maintenant. C'est quoi ça? Et ton cinéaste à la Palme d'Or, comme il n'a pas fait 50 films, donc on est obligé de citer vers le sud génial, tout le temps, et ça c'est bon ça. Et c'est un type bien Ah oui, extraordinaire, oui, tout à fait. Un peu curé. Un peu quoi? Un peu curé. C'est vrai? un peu instituteur. C'est vrai. Ah, c'est vrai qu'il fait un peu instituteur. Ouais, c'est vrai, oui. Quand on le voit, il met tous ses élèves en avant. Il est un peu instituteur. C'est pour ça qu'il a réussi. Il réussit les films un peu chorales parce que c'est un instituteur vrai. Oui, c'est Dany qui dit que je suis un curé, c'est ça? Je m'en souviendrai, je lui en reparlerai un jour. Non, c'est vrai que je suis pas, enfin, mes films, de manière générale, le prouvent. Je fais rarement des comédies, je fais surtout des films comme ça qui traitent de la difficulté qu'il y a à vivre dans notre monde, des problèmes qu'on peut avoir face à notre société. Donc, c'est sûr que mes films ne sont pas référencés parmi les comédies, généralement. Comment il tombe sur ton livre? Parce que c'est quand même pas vraiment un film d'instituteur. Eh bien, c'est un instituteur de gauche. c'est parce qu'il était allé en Haïti voir ses parents, qui sont des bénévoles dans le sud d'Haïti. Je suis allé effectivement rejoindre mes parents qui étaient pour quelques mois dans le cadre d'une association et je suis arrivé et très très vite, comme ça tout de suite, j'ai senti que quelque chose me touchait très fort dans ce pays. Ce pays l'a frappé. Ce pays l'a frappé et tout ce qu'il a rendu malaisé et tout ce qu'il a fortement aimé et fortement touché. Et au moment de quitter, il a acheté La chair du maître à la petite librairie de l'aéroport de Port-au-Prince. J'ai commencé le livre au moment du décollage et pendant toute la nuit, j'ai continué à le lire sans pouvoir dormir. Parce que je pense que d'une part, j'étais très touché par le livre lui-même, mais aussi parce qu'il me renvoyait à des souvenirs très proches, à des sensations que j'avais pu éprouver là, dans ces quelques jours que j'avais passés à Port-au-Prince, et qu'il réussissait à mettre des mots dessus, quoi, et à m'expliquer peut-être certaines choses que j'avais pu entrevoir, commencer à saisir. Et puis quelques heures plus tard, je mangeais avec mes productrices et presque en blaguant, je leur ai dit bon, voilà, ça y est, j'ai mon prochain film. Je me rappelle très très bien de la première rencontre qui était très drôle, c'est qu'on était dans un hôtel et on est arrivé et Dany était dans la piscine, debout, en train de bavarder avec quelqu'un. Il nous a invités à descendre la piscine aussi. Et les premiers mots qu'on a échangés sur le film se sont passés comme ça, dans l'eau, avec l'espèce de... On passait du coq à l'âne, comme Dany sait très bien le faire. On parlait de tout, et puis du film aussi. Enfin, et c'est vrai que ça a été des moments très, 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 très forts et qui ont vraiment marqué le film. C'est-à-dire qu'on a vraiment, avec lui, mis à plat les différents enjeux du film, et ça a été des moments passionnants. Moi, ce qui me frappe chez Dany, c'est que c'est cette simplicité, cette capacité qu'il a de rentrer en relation avec les gens donc immédiatement, même s'il ne les a pas vus depuis très longtemps. Voilà, il est là, il est présent, on a des choses à se dire, c'est simple. Non, je
pense pas que j'ai voulu faire correspondre la vérité avec cette prédiction de... Il s'appelait Gambetta, cet aveugle. Je me souviens très bien de cet après-midi où on était avec des copains, on revenait de matchs de football où on y allait, je me souviens plus trop, et qu'il a regardé un peu dans la main de tout le monde et qu'il disait des choses, mais il ne voyait rien d'intéressant. Et brusquement dans ma main, il s'est arrêté, tout étonné, et il m'a dit que je serais un grand voyageur. Io son de mi wahoi legbai Io disons de mi wahoi. Oh là là, ça c'est Haïti. C'est Port-au-Prince là. Je suis chez moi, dans ma bonne ville de Port-au-Prince. Ce qui m'impressionne quand je viens ici, c'est que aucune maison ne ressemble à une autre. Tout est différent. On dirait que chaque personne fait sa maison comme il l'entend. Il ne regarde même pas comment le voisin avait fait, ni celui qui est en haut, ni celui qui est en bas. Mais c'est incroyable, ça crée une énergie dans la ville. C'est vrai qu'il n'y a pas d'architecture urbaine, il n'y a rien de tout cela, mais il y a une énergie extraordinaire aussi, dans cette anarchie-là. C'est incroyable, hein? Moi, je suis toujours soufflé. A mí lo que me gusta es, en Dani Laferrière fue cuando me leí el primer libro que me leí de él, que es este, Cómo hacer el amor con un negro sin cansarse. Me doy cuenta que es como leer desde el otro punto de vista. Es decir, por lo regular los escritores occidentales y los escritores en todas partes del mundo pertenecen a una clase media, la clase de los intelectuales, y entonces escriben desde ese punto de vista. Dani Laferrière lo que hace es invertir el proceso. Escribe desde la gente que está más abajo. Y eso es maravilloso porque trastorna todo, ¿no? Es decir, no tiene prejuicios con el sexo, no tiene prejuicios religiosos, no tiene prejuicios de propiedad privada. Dans un pays comme ça, où la pauvreté est énorme, c'est l'école qui est la seule chance de changer de conditions. Enfin, un peu partout, hein, comme en Amérique latine, et un peu partout dans les pays du tiers-monde, c'est l'école qui donne la chance de changer. Alors, les parents misent beaucoup, et les types aussi, hein. Tout a commencé au bicentenaire en bas, près de la mer. On avait une très jolie petite école, c'était très petit, ça s'appelle l'école des Frères du Sacré-Cœur. Et finalement, ils ont voulu, ça s'est agrandi, et ils sont venus ici, ils ont bâti un peu la deuxième bâtisse qu'on voit et derrière, c'est là que j'ai été à l'école. Et ensuite, ils ont bâti, oui c'est vrai, ça a été construit en même temps, mais c'était pas aussi grand. Et tout le monde est monté ici. Et j'ai terminé ici la philo en 71-72. Et je me souviens un jour, je venais d'arriver à l'école, j'étais en retard et je me demandais ce que j'allais dire au frère directeur, le frère La Liberté. Finalement, je me suis rappelé que j'avais écrit un texte sur la faim dans le monde. Et le frère directeur était tellement impressionné qu'il ne m'a pas puni du fait que je sois terriblement en retard. Et il m'a demandé de venir quand je voulais le voir et de lui soumettre les textes que j'écrirais à la suite. J'avais compris qu'avec un texte, on pouvait éviter de se faire sanctionner dans la vie. Chaque fois que je pense que je suis en tort ou quelque chose, je produis un texte. J'ai découvert la bombe en même temps que le sexe. J'avais tout de suite compris que les deux généraient la mort. La bombe, c'est la mort collective, démocratique, égalitaire. Et puis le sexe, c'est la mort individuelle, élitiste, aristocratique. La bombe, c'est la mort dans un éclair. Le sexe, la mort à petit feu. L'orgasme est également bref. Le temps, affirme Borges, est une convention. J'ai découvert le sexe ou le désir à 7 ans sous les traits de Rita Hayworth.
Ah, quelle était jolie la mort. Je n'ai pas arrêté depuis et il m'a fallu 25 ans et la mort de Rita pour comprendre que c'était une bombe à retardement. Tu peux te cacher n'importe où sur cette satanée planète. Il y aura toujours, comme le feu au cul, la menace de la bombe. Et pour attendre cette saloperie de bombe, rien de moins que le sexe. Heureusement que nous sommes un peu plus de 6 milliards répartis un peu partout sur la planète. Alors, c'est quand tu veux, ma vieille. J'étais en train de préparer mon film, Comment conquérir l'Amérique en une nuit. Je cherchais une image qui pourrait définir Port-au-Prince dans sa vitalité, dans son énergie. Quelque chose où il y a un trop-plein, il y a trop de choses. J'arrivais pas à trouver. Je vais aux toilettes, j'étais à l'étage. Je suis sous la douche et je lève la tête et qu'est-ce que je vois? Je suis resté baba parce qu'il n'y avait rien dans les environs qui montrait que j'allais tomber sur cette image. Et c'est comme ça que j'ai commencé mon film, sur Jalousie. Et ça a donné une force de frappe au film. Tu prépares pour un match? Le match de ma vie, mon vieux. Et je veux le gagner, celui-là. Je suis un gagnant. L'Amérique est un adversaire très coriace. Il faut bien s'entraîner, bien se concentrer si tu veux l'affronter. Comment conquérir l'Amérique? Il faut continuer à le conquérir. Ouais! C'était Gégé, le personnage principal. Ma première chance de voir Haïti. J'étais jeune et naïf. Je suis encore naïf, jeune peut-être pas. Oh, c'est des bons souvenirs. Ma première chance de jouer à un long métrage. J'ai revu certaines scènes, ça me rappelle les rêves que j'ai atteints, celles que j'ai perdus en cours de route. C'est un personnage qui titille, qui nous rappelle nos rêves quand on est venu en Amérique rechercher ce rêve américain. Qu'est-ce qui t'attire tant chez les blondes? Ah, je les trouve exotiques, mon vieux. Regarde, on n'a pas la même couleur, ni la même odeur, ni la même culture. On est d'accord? On n'est pas non plus de la même classe, ni de la même race, ni de la même religion. Et ni du même sexe, je suppose. Non, tu vas trop vite, Raymond. La blonde n'est pas un être humain. C'est une métaphore de l'Amérique. La beauté de Dany Laferrière dans son œuvre, c'est que je vais comprendre des choses 10 ans plus tard de cette scène-là. C'est pour ça que tu me disais, je peux t'en parler. Je veux qu'on la revoie, la scène, et chacun la médite. Dany Laferrière, c'est comme Fanfan. J'ai joué le rôle de Fanfan dans Comment conquérir l'Amérique en une nuit, le film de Dany Laferrière. C'était son premier long métrage en tant que réalisateur. C'est qui Dany Laferrière pour Macacoto? Ah, c'est mon frère. C'est un ami, plus qu'un complice. Et c'est d'ailleurs lui qui m'a convaincu de venir voir à Montréal ce qui s'y passait, au plan de la créativité et au plan humain aussi. Et on s'est rencontrés à Paris, par hasard, lorsqu'il préparait l'adaptation de son premier roman, Comment faire l'amour avec un ex sans se fatiguer. Et c'est à cette occasion qu'il m'a proposé de travailler avec lui. Je suis venu et je ne suis plus reparti, voilà. Fanfan, c'est une partie de Dany lui-même. Il écrit de manière relativement autobiographique. Il y a toujours des parcelles de ses expériences de vie qu'il rapporte dans ses écrits. Et la phase de la solitude de Fanfan a été très longue. Et c'est quelqu'un qui a un bagage intellectuel, qui a une scolarité bien assise, mais il n'a pas pu trouver un emploi dans le domaine de sa formation. Et il s'est, disons, satisfait de faire le chauffeur de taxi et de vivre dans sa tête de sa poésie. Dany, comme toute personne qui ne prépare pas un voyage, ben, il s'est retrouvé dans un nouvel espace où il fallait trouver des repères, où il fallait comprendre aussi l'environnement dans lequel il arrivait. Donc ça apportait beaucoup à la solitude qu'il a vécue. Je venais d'arriver à Montréal et comme d'habitude, en revenant du travail, je me fais tout de suite à manger. Mais ce soir-là, j'en ai eu marre de manger seul. Alors je me suis mis 2 couverts et je suis sorti. Je suis sorti pour aller chercher quelqu'un pour venir manger avec moi. Et figure-toi que personne n'a accepté. Personne? Personne. Je peux te dire que ça n'a pas été facile.
Alors finalement, j'ai dû jeter tout le dîner dans la poubelle. Dans la poubelle? Des fois, la solitude, c'est pire que la faim. Je n'aurais jamais cru cela possible. Revoir François Duvalier sur les murs de Port-au-Prince, disons, chanté par l'expression la plus populaire d'Haïti, les peintres de rue. C'est vraiment la voix du peuple. Et quand je sais que François Duvalier, qui fut président de 1957 à 1971, à sa mort, remplacé par son fils Jean-Claude Duvalier, Baby Doc, de 1971 à 1986, à son exil, ces deux-là ont un rapport personnel avec moi, puisque François Duvalier a exilé mon père et Jean-Claude Duvalier, plus tard, m'a envoyé en exil aussi. Maman? Ça paraît banal, mais c'est très rare que je sois à Port-au-Prince pour recevoir le Nouvelliste. En fait, j'ai pas fait ce geste depuis au moins 33-34 ans. Je me souviens très bien de cette journée. J'ai écrit un article sur ce qui s'était passé ce jour-là. Je rentrais chez moi, ma mère était assise sur un fauteuil comme ça. Et elle me dit, ah, ton ami Marcus veut te voir, il est à la radio. Et j'ai couru à Radio Métropole et j'ai trouvé Marcus, qui était un ami, parce qu'on avait comme un réseau dans toute la presse, radio, télévision, journaux, et qui partageait un peu ses idées à l'époque progressistes. Et il m'a dit, Gassner est mort. Alors j'ai dit où? Il m'a dit, c'est pas loin de Port-au-Prince, à Léogane, à Brache. On l'a trouvé sur une plage, il avait la tête fracassé, il a reçu des coups à la tête, et il est à la morgue. Alors je suis allé à la morgue, et puis j'ai vu Gassner, parce que je voulais le voir. Et je me souviens que Port-au-Prince était devenu froid. La ville était silencieuse, froide, complètement glaciale. Glaciale, en plein été, c'était le 1er juin 1976. On était dans la voiture, dans le taxi, personne ne parlait. Un taxi haïtien où personne ne parle. Et puis là, brusquement, on n'a aucun bruit. Marcus, mon ami, m'avait dit, et à 13h, j'annonce la nouvelle. Toi, tu as entre midi et 13h pour faire tes affaires, parce qu'à partir de là, ça va aller très vite à Port-au-Prince. Et je me souviens, j'étais dans la voiture encore, quand j'ai entendu, il y avait un silence, et j'ai entendu encore une fois exactement la voix de Marcus qui martèle. 13h. Le journaliste Gassner Raymond vient de mourir. Il a été trouvé à Brache, Léogane. Il semble qu'il a été torturé. Et puis il y avait un silence. Comme si le cœur de la ville s'était arrêté. Un silence. Je suis entré à l'hôpital. Les gens presque m'attendaient, tout le monde. Il m'a conduit parce qu'on savait qu'on écrivait ensemble. Et puis je l'ai vu à la morgue. Il a tiré. C'était un étudiant qui faisait ses travaux pratiques. Il est allé à la morgue, il m'a tiré, il m'a montré Gassner Raymond, il pleurait. Et puis on est sorti et on a annoncé tout de suite les funérailles. Et il fallait absolument quitter Port-au-Prince. Moi, je l'ai quitté. Et les autres amis qui travaillaient dans le journal sont restés. Et c'était un moment tragique de ma vie parce que ça a changé complètement ma vie. Parce que c'est à cause de cela que je suis allé à Montréal. Sinon, je n'avais pas de projet de partir. J'étais dans mon pays. J'étais en train de travailler, de faire exactement ce que je voulais faire. Un pays, c'est quand tu crois connaître tous les gens que tu rencontres et qu'ils semblent te connaître. C'est exactement ça. À un moment donné, tu as l'impression de connaître tout le monde et tout le monde semble te connaître. C'est pour ça que tout le monde te salue maintenant? Oui, oui, ils ont l'impression. Mais eux, c'est parce qu'ils regardent du Canada. Donc ils me voient. Et donc ils me connaissent visuellement. Et en même temps, ils trouvent très étrange que je sois là. Puisqu'ils ont l'habitude de me voir ailleurs.
à la télé. Oui, mais ce qui est étrange, c'est que j'ai l'impression de les connaître aussi. Si je rencontre quelqu'un à Rimouski, je n'ai pas l'impression de connaître cette personne. Je peux la connaître, mais ne pas la connaître. Mais ici, à tout moment, il y a un trait du visage que tu connais, il y a quelque chose, un regard. Et ce n'est pas forcément ta famille, c'est simplement le regard haïtien. Une communauté de vie ensemble qui finit par former des traits communs et des manières communes. L'image que j'ai de l'exil, c'est la page blanche. On est devant une vie qu'on peut inventer. Je pouvais raconter ce que je voulais, tout était neuf. J'avais ma vie entre mes mains. Je pense que la nostalgie profonde pour moi, c'est celle de l'enfance. C'est plutôt un moment qu'un espace. Il y a une plus grande distance entre mon adolescence et mon enfance qu'entre Port-au-Prince et Montréal. Je ressens ce pays physiquement jusqu'au talon. Je reconnais ici chaque son, chaque cri, chaque rire, chaque silence. Je suis chez moi, pas trop loin de l'équateur, sur ce caillou au soleil auquel s'accrochent plus de 7 millions d'hommes, de femmes et d'enfants affamés, coincés entre la mer des Caraïbes et la République dominicaine. Je suis chez moi, dans cette musique de mouches vertes, travaillant au corps ce chien mort, juste à quelques mètres du manguier. Je suis chez moi avec cette racaille qui s'entre-dévore comme des chiens enragés. J'installe ma vieille Remington dans ce quartier populaire au milieu de cette foule en sueur, foule hurlante, cette cacophonie incessante, ce désordre permanent, je le ressens aujourd'hui, m'a quand même marqué ces dernières années. Parce qu'il faut revenir là d'où tu viens. Il y a un passage où je te nomme très clairement, qui s'appelle « La version du neveu ». Dans ma tête, j'avais « Ainsi parla l'oncle » de Bryce Mars, la version du neveu. C'est mon neveu qui parle ce soir, adossé contre le mur, calme et résolu. On écoute ce qu'il a à dire. Il raconte la vie d'aujourd'hui. Ça se passe ici. Quand je dis c'est ça, adossé contre le mur, c'est ici sur cette galerie avec ta grand-mère qui est ma mère et ma sœur qui est ta mère. Oui. Enfin, les mêmes individus se retrouvent là. Un jour, je serai un grand écrivain. Mon neveu voudrait devenir un écrivain célèbre. L'influence de cette culture de rockstar. Son père est un poète en danger de mort. Son oncle, un romancier vivant en exil. Il faut choisir entre la mort et l'exil. Pour son grand-père, c'est la mort en exil. Beaucoup de choses sont dites là. Oui, ça... Le fils de ma sœur se prénomme Danny. On ne savait pas si tu allais revenir, me dit ma sœur. Celui qui va en exil perd sa place. Si ça te fait d'être dans un livre. La joie de l'eau. Il y a quelque chose de primitif dans cette joie-là. Elle est simple, elle est naturelle, elle est à la portée de tous. Pour moi, il suffit d'être dans l'eau. Je suis un animal aquatique. Je le sais. Toute mon œuvre, je la dois. Je dis ce mot avec affection, pas avec dédain, pas avec mépris. Toute mon œuvre, qui compte maintenant 50 publications, toute mon œuvre littéraire et mes tableaux au nombre de 6000, toute mon œuvre, je la dois à la merde haïtienne.
Franck Etienne, c'est d'abord notre seule chance. Je l'ai toujours pensé d'avoir un prix Nobel haïtien. Je me souviens, il avait sa fiancée Marie-André dans mon quartier, avec qui il rompait une fois par semaine. Et quand il nous voyait, nous les enfants, il nous racontait son drame familial, amoureux, avec Marie-André. On ne comprenait rien, mais Franck Etienne est une des rares personnes que je connaisse qui puisse raconter sa vie et spontanément à n'importe qui, sans faire de différence d'âge. Et on trouve ça dans son œuvre aussi, c'est-à-dire il y a chez lui une sorte de... Il est aveugle du point de vue du genre, du sexe, de la race. Et je l'ai rencontré, j'avais 19 ans, je suis allé interviewer l'écrivain qui venait de publier le livre qui était le plus grand scandale de la littérature haïtienne, Ultra Vocal. Il m'avait reçu comme si j'étais un grand journaliste d'une presse extraordinairement importante. Il a répondu à toutes mes questions et je savais que j'étais en présence de l'équivalent pour nous autres Haïtiens d'un Tolstoï. Il en a maintenant le visage, l'allure, la folie furieuse, la tranquille folie, parce qu'il est encore un petit peu plus fou qu'on le croit. Si on continue plus loin, il va se déshabiller et vous jouer le journal d'un fou. Il est capable de le faire. Mais Franck Etienne est beaucoup plus que cela. Il a représenté celui qui n'est pas parti, même s'il en a eu envie, il le dit. Il a représenté dans notre tête, nous qui avons quitté le pays, le vieux qui est resté au fort. La dernière fois que j'ai vu Franck Etienne, j'étais allé le filmer. Il est sorti, j'ai dit « Comment ça va Franck Etienne ?» Il s'est écrié « Je l'ai battu ». C'est vrai que c'était la dernière personne ou la dernière chose qu'il avait à se battre, contre qui il avait à se battre, c'était son cancer. Il a dit « Franck Etienne ne mourra pas ». Je l'ai cru, voilà. Malgré l'heure tardive, on a fait un crochet par la route de Delma voir Franck Etienne. Le médecin veut lui acheter un tableau de sa dernière manière. Franck Etienne est un artiste si prolifique qu'il peut ruiner un collectionneur. Il nous accueille avec un tel vacarme qu'il a dû réveiller le quartier, l'orgue dans son antre. Malgré les commentaires louangeurs du médecin, Franck Etienne semble réticent à lui vendre un tableau de sa collection personnelle. Le riche médecin se déclare prêt à y mettre le prix, mais le peintre lui tient tête. On nous sert du café, Franck Etienne ne boit plus d'alcool depuis sa maladie. Il travaille en ce moment à un roman dont on voit le volumineux manuscrit étalé dans un énorme fouillis sur sa grande table de travail. Tout déborde chez lui, torse nu, appétit gargantuesque, visage rouge comme un homard ébouillanté, enthousiasme débridé d'un homme obsédé de littérature et de peinture. Il a peint quelques milliers de tableaux. Le sexe aussi. Et son grand roman Ultra Vocal s'est métastasé depuis 40 ans en une trentaine de volumes. L'orgue n'a jamais vécu ailleurs que dans cette turbulence urbaine. Mais voyant perplexe devant cette tonne de papier bariolé de signes obscurs, plus proche de notes de musique que de lettres de l'alphabet, il serait capable d'inventer un vocabulaire et une grammaire afin d'écrire un livre complètement original. Il me lance que sa prochaine œuvre sera un roman-opéra. C'est quoi un roman-opéra? Demande alors le chauffeur qui semblait somnoler dans son coin. Franck Etienne se retourne brusquement vers lui. Vous êtes le premier à oser me le demander. Les autres font semblant de comprendre. Je ne peux pas l'expliquer, mais quand j'aurai fini le livre, vous verrez. En attendant, laissez-moi vous offrir un tableau. Il se faufile dans l'entrepôt pour revenir avec un immense tableau qu'on n'arrivera sûrement pas à faire entrer dans la voiture. Il défait le cadre avec une telle énergie qu'il a failli endommager la toile. Il la jette dans le coffre arrière de la Buick 57 sous le regard ahuri du médecin collectionneur qui, lui, est reparti les mains vides et les poches encore pleines de fric. Franck Etienne... Et il l'a toujours dit, j'ai ouvert les portes de chez moi, ma bibliothèque, ma chambre intime au jeune Dany Laferrière, âgé à l'époque de 19 ans. Et j'ai chanté pour lui. Crio son demi-wahoy, l'egbaï. Crio m'di son demi-wahoy, moi dit l'egbaï. Aïzan, vie, vie.
Mon éditeur a téléphoné pendant que j'étais parti acheter du saumon frais. Il veut savoir où j'en suis avec ce foutu bouquin. On ferait mieux de parler saumon. Autrefois, je ne supportais pas le saumon. Quand j'en mangeais, je le vomissais 10 minutes plus tard. La dernière fois, c'était chez une amie. J'avais mal visé le bol des toilettes. J'ai nettoyé la salle de bain, me suis lavé le visage avant de retourner au salon. Je m'étais juré que c'était la dernière fois que j'en mangeais. Bon, ça n'était pas la première promesse non tenue. Je n'ai aucune obligation de tenir des promesses que je fais à moi-même, sauf peut-être celle d'écrire ce livre. C'est une idée fausse quand on pense que Dany est un écrivain provocateur et fantaisiste. Il est très très sérieux. Et seulement, il a une grande pudeur et une grande élégance. C'est qu'il cache et il camoufle son sérieux sous des apparences de nonchalance. Mais il est extrêmement sérieux. Moi, j'ai eu jamais aucune inquiétude. Quand il m'a dit « je suis un écrivain japonais », en plus, il se trouve que moi, j'aime bien les paradoxes et les esprits comme celui de Dany, un peu brillants, un peu paradoxaux et qui fonctionnent comme lui fonctionne. Donc moi, au contraire, ça m'enchantait quand il m'a dit ça. Moi, ce qui m'ennuie, c'est les gens qui arrivent avec un roman qui me disent ça s'appelle « Je suis un génie ». Je le comprends un peu. Il ne m'avait pas vraiment tordu le bras pour écrire ce livre. J'étais le premier à hocher vigoureusement la tête quand il m'a dit qu'il fallait absolument que j'écrive un nouveau livre. Le mot « nouveau » m'effraie toujours un peu. Pourquoi un nouveau livre ? On devrait savoir avec le temps qu'il ne se fait plus rien de nouveau. Mais on s'accroche. Le client veut toujours du nouveau. Je ne vais pas reprendre ce débat qu'il connaît maintenant par cœur. On en discute à chaque rencontre. Cela se passe dans son minuscule bureau. Un jour, on devra le tirer sous les manuscrits bariolés et les bouquins rouges ou dans un des cafés du coin. C'est un grand jeune homme avec des yeux un peu mappemonde et un sourire désarmant. Je l'ai fait venir chez Grasset à cause de ses précédents livres et je suis séduit par lui aussi. C'est-à-dire que, vous savez, moi je ne crois pas que les livres sont entièrement séparés de leurs auteurs. Un écrivain n'est pas séparé de ses livres, c'est une idée un peu abstraite qu'on se fait de la littérature, comme si les livres étaient faits de manière abstraite par des fantômes ou pas du tout, c'est fait par des gens. Et là, il se trouve que c'est fait par un homme qui s'appelle Dany Laferrière, que j'avais rencontré. En fait, je l'avais rencontré il y a plusieurs années. Nous étions invités l'un et l'autre à un même festival en Irlande. On ne se connaissait pas. C'était un festival de littérature à Dublin, moi pour mes livres et lui pour les siens. Et on s'est trouvés dans une table ronde, l'un et l'autre. Et j'avais ce type en face de moi qui parlait de Joyce et il en a parlé avec beaucoup de brio, beaucoup d'intelligence, etc. Et j'ai tout de suite été séduit par la grande intelligence de Dany. Dany a une intelligence de danseur au lieu que beaucoup de gens ont des intelligences de marcheurs, c'est-à-dire qu'ils avancent une idée après l'autre en marchant après l'autre assez pesamment. Dany a une intelligence qui danse, c'est-à-dire qu'il fait un bond et qui saute par-dessus les idées intermédiaires. Et c'est ce qui donne beaucoup de charme et beaucoup de vivacité à son intelligence. Donc l'énigme du retour est le livre que Dany a écrit après Je suis un écrivain japonais. Et comme toujours, il m'a surpris parce qu'il m'a envoyé son manuscrit et j'ai vu arriver un roman en vers. Et donc nous avons ce livre qui est un roman en vers, ce qui est une forme assez audacieuse. Et je compare assez volontiers ce livre à un hamac, un rythme de hamac assez lent, qui se balance avec beaucoup de sensualité et de charme. Et je trouve que c'est... Enfin, je ne suis pas loin de penser que c'est vraiment le meilleur livre de Dany, parce que il joint au style et au charme habituel de Dany une audace formelle qu'il n'avait pas eue jusqu'à présent. Mais ça ne suffit pas, il y a aussi un sujet très fort qui est tout d'un coup la mort de son père et le retour à Haïti où il va enterrer son père. Et donc, le livre de Dany est intéressant parce que c'est un livre d'exilé qui revient. Et c'est le livre de ce que peut être le retour et de est-ce qu'on peut réellement retourner quand on est parti. Feo, sauvi la vie mwen, nan mise mwen ye yo. Feo, sauvi la vie mwen, nan mise mwen ye yo. Petit mwen malade, mwen kouri kay gan. Petit mwen malade,
mwen kouri kay gan gan, si li bon gan gan, la sauver la vie mwen, nan mise mwen ye. Dany Laferrière, on parlait de voyage dans le temps tout à l'heure. Le voyage est une suite de disparitions irréparables. C'est Paul Nizan qui dit ça, mais on a l'impression que dans la fête des morts, vous réparez des voyages qui ne s'accomplissent pas complètement. Et vous les réparez par le biais d'un magnifique personnage qui est Vieux-Zo. Bon, les gens le connaissent. Vraiment, j'épargne notre public d'une présentation de Dany Laferrière. J'ai l'impression qu'on vous connaît, on vous suit, vous faites partie de notre belle famille littéraire. Et en même temps, vous êtes un homme d'humour et d'amour. Alors, je vais parler de Je suis fou de Vava, parce que quand même, c'est un succès incroyable, Je suis fou de Vava. Oui, oui, tout à fait. L'amour dans l'enfance. Et je m'étais dit à l'époque, il faudrait bien montrer qu'il y a aussi de l'amour en Haïti. Et cela se passait sous la dictature de Duvalier. Et tout cela a été possible parce que ma grand-mère m'avait épargné de l'emprise de la dictature. Et d'où ce conseil un peu sous-jacent, il faut t'organiser à être heureux, malgré le dictateur. L'amour devient presque un acte de résistance dans des pays semblables et dans des conflits semblables. Oui, oui, oui. Mais c'est souvent parce qu'on est protégé par quelqu'un qui nous permet cette liberté-là. J'ai passé mon enfance à Petit-Goâve, à quelques kilomètres de Port-au-Prince. Si vous prenez la Nationale Sud, c'est un peu après le terrible morne Tapion. Laissez rouler votre camion, on voyage en camion bien sûr, jusqu'aux casernes. Jaune feu, tournez tranquillement à gauche, une légère pente à grimper et essayez de vous arrêter au 88 de la rue Lamarre. Il est fort possible que vous voyiez, assis sur la galerie, une vieille dame au visage serein et souriant à côté d'un petit garçon de 10 ans. La vieille dame, c'est ma grand-mère. Il faut l'appeler Da. Da tout court. L'enfant, c'est moi. Et c'est l'été 63. En refermant ce livre de Dany Laferrière qui raconte sa petite enfance, j'ai eu le besoin pressant et irrésistible d'aller faire un pèlerinage sur les lieux parce que j'étais tellement hantée par d'abord la grand-mère Da et par cette adresse-là de la maison d'enfance, le 88 de la rue Lamarre. Alors, je suis allée en Haïti il y a quelques années et je me suis rendue jusqu'à Petit-Goâve et sur la rue Lamarre. Et j'avais le cœur qui battait parce que je me disais, je savais même pas si ça existait vraiment. J'avais aucune idée, je connaissais pas l'auteur. Et puis, je suis partie à Petit-Goâve. Et là, j'ai cherché, le jour même, je crois que j'ai trouvé la rue Lamarre et le 88 de la rue Lamarre où habitait Dany Laferrière avec sa grand-maman, Da. Et là, il me restait une chose importante à faire, c'était d'aller au cimetière pour rendre hommage à la grand-maman Da et déposer des fleurs sur sa tombe. J'ai cherché vraiment comme ça, je tournais en rond. Et puis là, il y a trois messieurs qui étaient là avec leur chapeau à l'ombre, qui m'ont demandé s'ils pouvaient m'aider. Et puis je leur ai expliqué que je cherchais la tombe de Da. Et ils se sont mis à chercher avec moi longtemps. Et ils étaient peinés que j'ai fait ce long voyage-là, que je ne puisse pas trouver ce que je cherchais. Et puis finalement, au bout de, je sais pas, d'une demi-heure, ils ont dit « Mettez les fleurs n'importe où, ça va être correct. Elle va les recevoir. » Alors, la littérature nous mène jusqu'au bout du monde, des fois, et par le bout du nez. Une jeune fille du Nord est arrivée dans ce cimetière il y a quelques années avec un modeste bouquet de fleurs pour Da, dont elle a cherché en vain la tombe. Ce que Da vit aujourd'hui dans mes livres, elle est entrée tête haute dans la fiction, comme d'autres ailleurs montent au ciel. Pour ce simple bouquet, jeté ce jour-là sur n'importe quelle tombe, sache, Pascal, mon petit, que tu auras toujours ta place dans le modeste cimetière de Petit-Goâve, là où les dieux conversent sans sourire avec les femmes. C'est ici que ma grand-mère est enterrée. Amélie Jean-Marie, c'est l'épouse de Daniel Nelson, mon grand-père, le patriarche. Et ses enfants, la plupart de ses enfants qui se trouvent dans mes livres, dans différents de mes livres, comme L'odeur du café, Le charme des après-midi sans fin, Le goût des jeunes filles, et même le dernier, L'énigme du retour. Donc Raymonde, Gilberte, et
Yves, et un jour, Daniel Nelson aussi, et j'espère moi aussi, puisque c'est la tombe familiale, dans ce cimetière de Petit Goave où je jouais quand j'étais enfant. Je me souviens très bien courant un peu à travers les tombes avec la peur de tomber dans une tombe et défoncée. On traversait le cimetière, on allait pêcher pas trop loin dans une petite rivière où on ramassait des crevettes le samedi matin quand on n'avait rien à faire. C'était la vie à Petit Goave, une vie tranquille, calme. Décor immobile, le ciel, le soleil, la mer, les étoiles et les montagnes. C'est ce que je verrai encore ici, si je reviens dans un siècle. Le livre. J'ai écrit ce livre pour toutes sortes de raisons. Pour faire l'éloge de ce café que Da aime tant. Et pour parler de Da que j'aime tant. Pour ne jamais oublier cette libellule couverte de fourmis. Ni l'odeur de la terre, ni les pluies de Jacmel, ni la mer derrière les cocotiers, ni le vent du soir, ni Vava, ce brûlant premier amour, ni le terrible soleil de midi, ni Auguste, Franz, Rico, mes amis d'enfance, ni Didi, ma cousine, ni Zina, ni Sylphise, la jeune morte, ni même ce bon vieux marquis. Mais j'ai écrit ce livre surtout pour cette seule scène qui m'a poursuivi si longtemps. Un petit garçon, assis au pied de sa grand-mère, sur la galerie ensoleillée d'une petite ville de province. Bonne nuit, Da. Sigi bongangan la sauvé, Sigi bongangan la sauvé la vie moine, nan misé moigné. J'ai cru au début que les livres venaient de moi. Maintenant, je commence à croire que je viens de mes livres. Thank you.